de l'anophèle, du vecteur, pour compléter sa multiplication, d'accord? Pour qu'il y ait des protozoaires qui puissent infecter. Donc, il n'y a pas de contamination interhumaine, c'est une maladie vectorielle. Passage par le vecteur est obligatoire. Donc, pas de maladie s'il n'y a pas de vecteur. Les questions sur la vaccination. Mais là, on avait dit tout à l'heure que ce n'est pas une conférence ou un cours, c'est les grandes lignes qui ont été données. C'est clair que le Dr Belhaj a donné les grandes lignes en termes d'épidémiologie. Donc, on pourrait développer ça plus, mais vous pouvez entrer en contact avec elle. Une question a été posée par est-ce qu'on peut avoir les présentations? Donc là, on peut voir avec le ministère, avec Dr Bouga, mais en principe, on pourrait mettre à votre disposition ces présentations. Donc. Alors, quelle est la relation entre la migration illégale et les Africains et les Nigériens de cette épidémie? Eh bien, je vous dis, le Sud, c'est la période où on a des pluies, pluviométrie, le moustique peut se développer. Quand il y a une migration illégale ou donc un flux migratoire, ils peuvent d'un pays endémique, ils peuvent être impaludés et dès qu'ils rentrent, ben, le moustique va les piquer et il y aura éclatement d'une épidémie locale. Alors là, s'il vous plaît, il ne faudrait pas qu'on fasse dans la stigmatisation. Non, sans les stigmatiser. La question. C'est pas par rapport à la stigmatisation. Ils peuvent être porteurs, c'est tout à fait normal. Et comme pourquoi illégal? Parce que oui, illégal, ils ne sont pas contrôlés. Celui qui pose la question, voilà. Relation entre l'immigration illégale et d'autres aspects et cette épidémie. Donc, sortons de la stigmatisation, parce qu'on a ce problème, on l'a eu avec le VIH, donc là, ça n'a rien à voir, donc l'immigration et l'épidémie, donc c'est pas parce qu'il y a une immigration, comme on l'a dit, de pays, de personnes qui viennent de pays dont des Népalais, et surtout parce que c'est la saison des pluies maintenant. C'est pour ça qu'on a cette épidémie qu'on a chaque année. Ça veut dire que quand ces circonstances donc, sont réunies, on aura toujours, chaque année, donc, le pic, et ce pic, il va exister chez nous à travers cette immigration, les gens qui vont venir, mais il existe aussi dans les pays concernés, donc dans la saison des pluies. Donc là, c'est clair qu'il faut toujours faire attention, je dis, à la stigmatisation, mais prendre en charge, comme j'ai dit au début, en tant que médecin, il y a un phénomène donc épidémiologique. On sait qu'on va avoir un pic à ce moment-là. Il faut prendre ses dispositions. C'est malheureux de le dire, mais on reçoit ces immigrés, ces immigrants plutôt, donc des pays. On sait qu'ils vont rentrer pendant cette période. Il faudra, c'est ça le plus important, il faut se préparer pour cela en sachant qu'on peut avoir chaque année ces pics. Et peut-être un petit peu, pour répondre à la question, le problème qui s'est posé cette fois-ci, ce n'est pas un problème d'épidémie, c'est un flux important, surtout dans des régions, dans des wilayas nouvelles, je parle des Zawat et Ingezel, où les infrastructures peut-être n'étaient pas préparées à un nombre aussi important. C'est essentiellement la problématique à ce niveau. Mais vous prenez Tamaracet qui est habitué à prendre en charge des malades avec des structures sanitaires importantes. Elle prend en charge le VIH, le paludisme, la tuberculose, des immigrants depuis des années. Et la majorité des malades, c'est des malades immigrants. Donc, patient 13 ans originaire de Timiaouine, ben là encore, c'est l'interrogatoire. S'il est venu le mois de janvier, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il est venu actuellement au cours de cette épidémie, il faut bien interroger. Il peut venir vous consulter au moment où il n'a pas de fièvre. Mais si vous l'interrogez, il vous dit j'ai une fièvre chaque 2 jours, chaque 3 jours, là, il faut lui dire de revenir au moment des pics pour pouvoir faire le diagnostic. C'est le moment idéal pour faire frottis sanguins goutte épaisse quand il y a la fièvre avec éclatement des globules rouges et libération des parasites. C'est un moyen de diagnostic, non pas de dépistage. Et tu te poses la question, est-ce que je peux le faire, certificat de bonne santé? Oui, c'est l'interrogatoire.
Les moustiques vecteurs du Est-ce qu'on a géré? Ben oui, Ben oui. on a l'anophèle, mais ils sont sains. Ils n'ont pas de, ils sont pas contaminés pour qu'ils Ouais. puissent être contaminants. Alors, Il va. Le baba, derrière, je reçois plusieurs. faire descendre. Est-ce que le tableau De diarrhée fébrile à part des signes de malaria? Ben oui, diarrhée. diarrhée fébrile, gastroentérite, embarras gastrique, et c'est surtout l'apanage de l'enfant. Alors, prise en charge médicale, alors que la prévention primaire est primordiale, à savoir le rôle de la prévention est différent. Service, donc, alors, je pense, c'est mieux. L'anophèle femelle existe déjà au sud, si pas nécessaire, les personnes étrangères. Développe une immunité après le paludisme. Non, on ne développe pas une immunité après un paludisme maladie. Maintenant, pourquoi on parle de sujets humains? Quand ils sont en période, donc en zone d'endémie, ils sont tellement piqués qu'ils développent une certaine immunité. Mais dès qu'ils sortent, ils vont perdre, dès qu'ils sortent de la zone d'endémie, ils vont perdre cette immunité. Et c'est ce qui se passe pour les étudiants étrangers. Donc, ils ont grandi dans un pays d'endémie, ils ont été tellement piqués qu'ils développent une certaine immunité, mais quand ils viennent en Algérie, par exemple, pour des études, au-delà de 2 ans, ils ne sont plus piqués, donc ils perdent cette immunité, cette capacité à se défendre. Donc, ils peuvent avoir quand même des formes mineures. Et quand ils repartent chez eux, ben, ils vont faire un paludisme. C'est quoi un foyer persistant inactif? C'est le maximum de la durée du traitement. Là, le docteur Benhal vous a dit, ça dépend, bien sûr, ça dépend de C'est sûr de moins de 3 mois. Moi, le séjour, et surtout, ça dépend aussi du produit utilisé. Avec diplomatique et tout. Le vaccin était disponible en Algérie. On a dit qu'on n'a pas besoin du vaccin pour l'instant, donc dans le stade actuel. Un foyer persistant inactif, on n'en a pas. Donc, et demande la définition. C'est quoi un foyer persistant inactif? Un foyer persistant inactif, je ne vois pas moi ce que ça veut dire, parce que persistant de quoi? Soit lorsqu'on a un foyer, ça veut dire qu'on a toutes les conditions donc d'un foyer. On parle de faible transmission ou moyenne à... Donc on a des conditions favorables, on pourrait avoir des conditions favorables pour qu'une zone devienne, et c'est ça l'éclosion du paludisme indigène dont parlait tout à l'heure le Dr Benhal, et c'est ce qu'il faut éviter, tout simplement. Il ne faudrait pas qu'on favorise les conditions d'éclosion d'un foyer. Je pense que tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne les collectivités locales, tout ça, il va être abordé aussi et répété au niveau, quand on fera la formation avec notre cher épidémiologiste, il y aura une formation dans ce sens. Donc, s'il vous plaît, pour le vaccin, arrêtez les questions parce que je ne vois pas, je suis en train de lire, moi aussi je suis médecin généraliste, je suis en train de lire, ça a été assez clair. C'est vraiment... Pour ce qui est de l'immunité, vous aurez une formation demain concernant l'immunité, concernant l'immunologie. Donc, vous aurez toutes les questions à poser. Centrez-vous sur la prise en charge. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus important pour vous, pour aujourd'hui. Merci, Dr Logan. Justement, le but, bien sûr, l'objectif de cette formation d'aujourd'hui, c'est d'abord, comme je l'ai dit, on fait cette formation dans un contexte particulier. Il faudrait d'abord rassurer. Donc, parce que même les médecins, on reçoit chaque jour des gens qui sont inquiets parmi le corps médical. Deuxièmement, c'est de rappeler ce que c'est le paludisme. Et troisièmement, et le plus important, c'est de savoir le diagnostiquer et le prendre en charge. Ou au moins
si on ne peut pas prendre en charge, c'est-à-dire dans la structure où je suis, faire le diagnostic et l'orienter pour la prise en charge. C'est ça l'objectif de cette formation. Donc, on est dans des structures, on reçoit donc des malades. Quand est-ce qu'il faut penser au paludisme et qu'est-ce qu'il faut? C'est essentiellement ces deux objectifs. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, docteur Gougam, on peut passer, je crois, on peut passer à la deuxième. Oui, mais d'abord, je vous laisse annoncer la deuxième. Donc, merci donc, docteur Belhaj. Et encore une fois, vous avez, donc, j'avais dit tout à l'heure, pour les gens qui veulent la présentation, ils sont à leur disposition. Pour la deuxième, donc, deuxième point du jour de cette formation, c'est la diphtérie, qui va être faite par le docteur Jum'a Meriem, qui est chef d'unité au service maladies infectieuses dans le l'hôpital Boufaï. Et je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le contexte particulier de les urgences, la réémergence de la diphtérie en Algérie. Je rappelle qu'on a une épidémie il y a quelques mois de ça dans le service. C'était l'épidémie aussi de personnes qui étaient venues donc, du Sud. Et dans ce contexte particulier, avec ce qui est en train de se passer au Sud et qui risque aussi, comme je viens de dire, d'arriver au Nord, c'est ce contexte avec des personnes non vaccinées. Et sur ce, je donne la parole au docteur Jum'a qui va donc nous présenter donc la diphtérie. Recording in progress. Et ça, c'est grâce à la vaccination obligatoire et généralisée dans leur pays. C'est le cas aussi de l'Algérie, mais donc, on enregistre quand même donc, certaines actuelles. Elle est caractérisée cliniquement par la présence de fausses membranes, de sièges, donc, surtout au niveau donc, de la gorge. Le siège de multiplication du germe et des manifestations générales sont liées aussi à la libération de cette exotoxine. Réémergente donc, dans de nombreux pays, donc à savoir les pays, donc l'Algérie, les pays africains, donc, qui continuent toujours, à cause de leur faible couverture vaccinale, d'enregistrer donc, des cas. Donc en Algérie, donc, malgré la généralisation obligatoire de la vaccination, donc, on continue à enregistrer. L'année donc, de 2022, donc l'Algérie a enregistré 16 cas, donc, contrairement à l'année 2023, où il y a eu vraiment une hausse très importante, 251 cas donc recensés par le relevé épidémiologique mensuel donc de l'INSP d'Algérie, donc touchant essentiellement les wilayas du sud, avec un pic très important au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 156 cas. Voilà, donc situation africaine, donc les pays donc limitrophes et même au fond du sud africain, donc on enregistre le maximum de cas, surtout au niveau du pays Nigeria.
Donc, il y a eu beaucoup de cas, donc, avec un taux de décès qui avoisine les 3,1%, donc, qui est faible par rapport à la Mauritanie, donc, qui a enregistré un taux de létalité de 25%. Donc, voilà, donc au total, donc il y a eu quand même jusqu'à donc, le 12 novembre 2023, 21 641 cas de diphtérie enregistrés donc, à travers la région africaine. Donc sur cela, l'OMS a donc, fait une cartographie préliminaire de vulnérabilité de la diphtérie dans la région africaine, donc faite en novembre 2023, classant certains pays donc, en groupes, donc 4 groupes, là où qui nécessite une réponse d'urgence, ça veut dire qu'il faut activer et agir rapidement, là où il y a une flambée active, donc une épidémie en cours, avec une très faible couverture vaccinale. Donc il y a eu l'Afrique du Sud, Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria. Là, on voit que l'Algérie figure dans le 4e groupe, là où il faut se préparer, vu qu'il y a une couverture vaccinale quand même qui est assez importante et généralisée. Sur le plan épidémiologique, donc les tableaux cliniques donc, sont classés et généralement classiquement décrits chez l'enfant d'âge préscolaire. Elle peut se voir chez les adultes de tout âge, mais en Algérie, souvent les adultes sont correctement vaccinés, sauf s'il y a un échappement vaccinal. Le réservoir, il est essentiellement humain, donc la transmission, elle est directe, donc interhumaine. Il existe 3 espèces, le Clostridium diphtérie, le Clostridium ulcerans et le Clostridium pseudo-tuberculosis. Voilà, donc pour l'ulcerans, elle est beaucoup plus vue chez les animaux domestiques. Et essentiellement, pour le pseudo-tuberculosis, il est vu essentiellement chez les capras. La transmission, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est directe aérienne, donc c'est par des gouttelettes de salive. Elle est transmise soit par la toux, l'éternuement, la parole d'un sujet infecté à un sujet sain. Et il existe aussi ce qu'on appelle la diphtérie cutanée, donc qui est transmise par donc, la main, donc main du porteur en touchant les lésions cutanées infectées. La transmission indirecte, c'est à travers donc, le partage d'aliments souillés ou d'ustensiles souillés. Sur le plan bactériologique, c'est un rappel, donc c'est un bacille gram positif, il est anaérobie, donc 3 espèces comme j'ai cité tout à l'heure, le diphtérie, l'ulcérans et le pseudotuberculosis. Ces 3 espèces peuvent être porteurs ou non d'un gène codant pour la toxine. C'est pour ça qu'on parle de Bacillus Corynebacterium tox plus ou tox moins. Tout dépend, donc la détection de la toxine. Il faut savoir que c'est une bactérie quand même qui est fragile et qui peut être inhibée par des antiseptiques tels que la chlorhydrine, l'hypochlorite de sodium et aussi par traitement de la chaleur humide à 121 degrés pendant 15 minutes ou à la chaleur sèche 160 à 170 pendant au moins 1 minute. Sur le plan physiopathologique, la bactérie, une fois installée au niveau de la gorge, elle va créer une lésion locale, donc qui va entraîner la formation de fausses membranes. Cette fausse membrane et cette bactérie, elle a un pouvoir invasif localement, donc il va provoquer directement une altération. Recording in La progress. toxine sécrétée. Cliniquement, donc, l'angine diphthérique commune ou le tableau de description le plus fréquent donc, se voit chez l'enfant non vacciné. Il passe par une incubation de 2 à 7 jours qui est silencieuse, une invasion de 2 à 3 jours où on a des signes généraux donc, tels qu'un malaise, une asthénie, une fièvre qui ne dépasse pas les 38,5 exceptionnellement, d'accord, donc une discrète dysphagie et l'examen de la gorge donc, qui parle et, bon, qui est objective, donc initialement une gorge érythémateuse et généralement augmentée de volume, donc des amygdales couverts d'un enduit opalin, il est blanchâtre, ressemblant à du blanc d'œuf, et on voit des amygdales plus ou moins tuméfiées. Cette pellicule de bretonneux, donc décrite ainsi,
elle est facilement détachable dans un premier temps et elle a tendance à se bilatéraliser. Le diagnostic dans une zone où l'enfant n'est pas connu, vacciné, où c'est un nomade, d'accord? Donc le médecin qui voit l'enfant à cette phase-là doit penser au diagnostic de la diphtérie en absence donc de couverture ou de vaccination incomplète. Si l'enfant n'est pas vu ou consulte à cette phase, donc la phase d'état s'installe où le diagnostic devient plus évident avec installation de fausses membranes et des signes généraux. Ces fausses membranes ont des caractères donc très fondamentaux, ils sont adhérentes, elles sont cohérentes, elles sont extensives et récidivantes. Même si vous les prélevez, donc à visée bactériologique, vous allez nasal, d'accord? Donc avec soit un jetage donc antérieur, il est séreux, et secondairement mucopurulent, donc il y a une surinfection, et aussi donc il y a une extension donc postérieure, il y a une extension des fausses membranes, donc au postérieur vers les conduites nasales postérieures. Donc on va remarquer qu'il y a une toux laryngée, donc il y a des fausses membranes au niveau du larynx, une dysphonie, donc une gêne à la parole, une gêne à la déglutition, donc dysphagie, plus adénopathie, donc sous-maxillaire. Toujours, il y a des signes généraux, donc l'asthénie, la fatigue, et la température est toujours, elle ne dépasse rarement les 38 degrés. Donc à ce stade-là, le diagnostic il est évident, donc devant la présence des fausses membranes, les signes toxiniques, l'absence de vaccination ou le fait qu'elle soit incomplète, présence de cas dans l'entourage, bien sûr, ça va renforcer donc les critères diagnostiques et cela va être confirmé par des prélèvements et bien sûr sa mise en culture et tests PCR. L'évolution, donc si on traite, l'évolution sera favorable, donc favorable dans des jours suivantes, donc on aura une bonne évolution. Si on ne traite pas ou ce malade ne consulte pas, donc dans l'immédiat, on aura donc une évolution vers les signes de gravité. Donc ces signes de gravité peuvent être précoces, donc c'est le passage vers l'angine diphtérique maligne. On a des signes de malignité d'ordre général, fièvre 39-40, altération donc massive de l'état général, obnubilation, des signes de déshydratation, des signes cardiaques et circulatoires, hypotension, tachycardie, d'autres signes d'ordre digestif, oligoanurie, donc même des signes hémorragiques, gingivorragie et épistaxis. Ça, c'est d'ordre général. Local, l'angine va prendre un aspect donc malin. Au départ, elle était juste œdémaciée avec donc couverte de fausses membranes sur un fond donc rouge œdémacié. Là maintenant, on va avoir des signes plus graves, donc hémorragiques, voire même nécrotiques, avec une haleine fétide et extension très importante des fausses membranes vers l'arrière cavité buccale. Donc toujours il y a une dysphonie donc qui signe le passage vers les voies respiratoires donc basses. Le coryzaki est hémorragique alors qu'il était clair au départ, plus des adénopathies très importantes donc au niveau du cou. Deuxième complication, c'est le cou, donc qui est constitué de 3 phases, donc la phase dysphonique. Bon, c'est juste une modification de la voix et de la toux qui vont devenir rauques au départ, secondairement éteintes, signalant le passage vers la phase dyspnéique où l'enfant va devenir donc bradypnéique, donc avec plus ou moins une respiration bruyante. Le cornage, c'est une respiration, donc il y a présence de fausses membranes au niveau du larynx, donc le passage de l'air va créer ce bruit, donc à travers ces fausses membranes. En absence donc de traitement, nous allons passer à la phase d'asphyxie où il y a des crises paroxystiques de suffocation. Si le malade n'est pas pris en charge rapidement, si on ne fait pas une trachéotomie, et parfois malgré cela, donc le décès peut survenir par donc arrêt respiratoire suite à une suffocation. Les complications tardives donc sont marquées par 2 grands syndromes. C'est le syndrome précoce de Marfan qui est dominé par la myocardite, donc qui peut présenter des signes précoces dès le 5e jour, et le syndrome malin tardif de Grenet et Mézard qui est responsable d'atteintes paralytiques. Le syndrome de Marfan, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est précoce, donc souvent entre le 5e et le 10e jour. Il est dominé par des troubles électriques, donc un type de tachycardie ou bradycardie, palpitations, et parfois assourdissement, voire des signes graves, donc avec des signes
carrément, donc d'asystolie. Ce syndrome, il est détecté par des ECG, donc par des électrocardiogrammes. Donc chaque jour, donc on doit surveiller nos patients en faisant des ECG hebdomadaires. Sur le plan syndrome malin tardif, là, c'est une complication qui est plus ou moins tardive. Souvent, en moyenne, elle est au 52e jour, mais on peut la voir jusqu'au 90e jour. Donc, elle touche essentiellement, et elle est favorisée donc, essentiellement par 3 facteurs. L'âge, entre 6 ans et 5 ans, 6 mois et 5 ans, le tableau grave de la diphtérie initialement, et le retard de la mise en place d'une sérothérapie. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui évolue, c'est des complications donc neurologiques qui vont évoluer par ordre chronologique. La première paralysie qui peut apparaître précocement, c'est la paralysie vélopalatine. Donc, il y a une gêne à la parole, donc il y a une gêne à l'inphonation, à la déglutition, reflux par le nez des liquides. C'est comme ça qu'on peut détecter une paralysie, donc vélopalatine. Les paralysies qu'on peut voir par ordre chronologique, c'est la paralysie d'accommodation, des muscles larynx-pharynx, respiratoire, les nerfs crâniens, et en dernier, c'est atteintes neurogènes périphériques. Il faut savoir que ces atteintes paralytiques sont d'évolution presque toujours favorable et régressent lentement, sans séquelles. Autre complication d'ordre encéphalétique, surtout l'atteinte rénale, donc, qui est manifestée par une néphrite, donc surtout grave lors des tableaux sévères, par oligoanurie, hématurie, hyperazotémie et protéinurie massive et prolongée. Autre forme clinique, donc c'est juste cité, donc selon la gravité, la symptomatologie, la localisation et selon le germe. Le diagnostic, il faut savoir que pour faire le diagnostic de la diphtérie, donc il faut faire un prélèvement, donc il y a des modalités de prélèvement, il faut savoir les indications, donc avant toute antibiothérapie, bien sûr, il ne faut pas prélever un malade qu'on a traité, il faut le prélever avant le traitement, devant un cas suspect de diphtérie, et devant un cas contact avec un sujet confirmé. Conditions de réalisation, donc il faut bien sûr porter un masque et des gants. Site de prélèvement, c'est au niveau de la gorge, donc pharynx, les voies nasales. Bien sûr, il faut prélever essentiellement les pseudomembranes et les lésions cutanées en cas de diphtérie cutanée. Les modalités techniques, bien sûr, il faut utiliser un écouvillon, faire un prélèvement de gorge. Il faut l'ensemencer, généralement, il faut toujours faire 2, il ne faut pas faire 1, il faut toujours faire 2 prélèvements. Il faut les ensemencer directement dans le milieu de l'offlaire, d'accord ? Et un autre écouvillon, donc spécial, donc pour PCR. Bien sûr, ces prélèvements, donc, on doit les acheminer au laboratoire, mais bien sûr accompagnés d'une fiche de renseignement portant le nom, prénom du malade, les signes cliniques et le statut vaccinal et bien sûr la date du prélèvement. Pour le diagnostic, donc le diagnostic positif, bien sûr, on a des arguments épidémiologiques. Il s'agit d'une épidémie, donc il faut chercher les cas contacts, la vaccination, les arguments cliniques, ce que le malade présente. Bien sûr, on va accompagner donc, des signes, des bilans d'orientation et surtout lancer des examens de confirmation, donc c'est la PCR, donc, la mise en culture des prélèvements. D'accord? Donc, il faut les lancer sur milieu de tendal ou milieu de l'offlaire pour avoir une culture positive qui va nous permettre aussi d'avoir l'antibiogramme du Corynebacterium en cause. Bien sûr, la recherche de toxines, donc, elle se fait par le test d'ELEC, bien sûr, donc, suite à une PCR qui va nous permettre donc, de dire est-ce que c'est une bactérie à toxine positive ou toxine négative. Maintenant, donc, on est devant un cas donc, de diphtérie ou suspicion de cas. L'OMS nous a permis donc, une classification des cas. Donc, selon qu'il soit donc, confirmé au laboratoire, donc c'est bon, c'est un cas qui est confirmé, on a un résultat positif, donc avec toxine positive. D'accord? Donc, il faut pas juste avoir la bactérie, il faut avoir aussi donc, une toxine positive chez un sujet symptomatique. Donc, ça, c'est un cas confirmé au laboratoire. Cas épidémiologiquement lié, c'est un cas contact. Donc, c'est un cas qui était en contact avec un cas confirmé au laboratoire dans les 14 jours. Donc, précédent, un cas rejeté qui ne présente ni critères cliniques, ni critères biologiques, donc ni culture positive, ni test PCR positif, donc rien. Cas asymptomatique ou cas bénin, donc il y a une culture positive et qui n'a pas donc de critères cliniques. Cas cliniquement compatible, donc il a des critères cliniques,
mais avec des tests biologiques négatifs. Ça, c'est un algorithme qui va permettre donc une prise en charge des cas, donc selon la culture et la PCR. Voilà, donc des malades donc prélevés. On peut avoir une culture positive et ELEC négatif, donc c'est un cas rejeté, d'accord? Donc une culture négative et PCR tox négatif, donc un cas rejeté automatiquement, donc il n'y a pas de non toxinogène, donc c'est un cas rejeté. Voilà, une culture négative et PCR, donc toxine positive. Il s'agit, il n'y a pas de facteur épidémiologique, donc il n'y a pas de cas contact avec un cas confirmé. Là, on évalue selon l'épidémiologie cas par cas. Donc c'est un cas qu'on doit surveiller et voir cliniquement de très près. Notion de cas contact, ici on parle de cas épidémiologiquement liés. Culture positive, élève positif, présence de Corynebacterium toxinogène, c'est un cas confirmé, donc il n'y a pas de doute. Ce cas confirmé, il peut présenter une forme bénigne, une forme non respiratoire ou une forme respiratoire grave, donc on classera les malades selon leur situation. Cas suspect de diphtérie, donc à l'extrême gauche, c'est un test de laboratoire. On n'a pas de test de laboratoire, on n'a pas pu le confirmer au laboratoire. Donc s'il y a notion de cas contact avec un cas confirmé au laboratoire, si oui, donc c'est un cas épidémiologiquement lié. Si on n'a pas cette notion de contact, donc c'est un cas cliniquement compatible qu'on doit aussi surveiller éventuellement. Les mesures de prise en charge des cas. Donc, il faut savoir qu'il s'agit, donc quand on parle de diphtérie, il s'agit d'une épidémie, d'accord? Donc il ne s'agit pas d'un seul cas, un seul cas va déclencher plusieurs cas dans l'entourage. Les mesures s'appliquent à tout cas présentant des signes cliniques de diphtérie. Ça veut dire je ne dois pas avoir un cas confirmé juste pour déclencher les mesures de prise en charge. Donc, je dois prendre en charge mon malade et son entourage. Commençons par les malades. Donc, immédiatement, il faut les hospitaliser, les isoler. Il faut prendre des mesures de précaution. Donc, tout ce qui est antiseptique, le malade doit porter un masque chirurgical pour qu'il ne contamine pas les autres, y compris pour le personnel. Réalisation de prélèvements, bien sûr, à destination de laboratoire, et entamer, donc, par la suite, les mesures d'urgence. Dans un premier temps, donc, c'est la sérothérapie avec laquelle il faut commencer. C'est pour neutraliser la toxine circulante et, secondairement, une antibiothérapie. Déclarer le malade et, bien sûr, à la guérison, il y a des mesures préventives. Il faut procéder à la vaccination anti-diphtérie juste par la suite. Pour la sérothérapie, donc, il faut savoir que le sérum antidiphtérique, il n'a pas d'indication en post-exposition, elle est proposée pour le malade et non pas pour les cas contacts. Donc, son indication, dès qu'il y a installation de signes cliniques de diphtérie, il ne faut pas attendre la confirmation. Un cas suspect, je fais le prélèvement, je procède directement à l'administration de cette sérothérapie. Donc, elle peut être d'origine humaine ou d'origine équine, donc c'est la présentation juste au laboratoire. Il faut savoir que les doses pharmaceutiques, donc les doses qu'on doit administrer chez l'enfant, c'est entre 2000 et 5000 unités par kilo, et l'adulte, c'est entre 40 000 et 100 000 unités, bien sûr, à ne pas dépasser 120 000 unités, donc en une seule prise, d'accord? Donc, bien sûr, il faut procéder par la méthode de Bezretka. Quand je dis en une seule prise, ça veut dire juste le premier jour. On n'a pas à donner la sérothérapie pour les autres jours par la suite. Donc, la méthode de Bezretka, ça veut dire qu'il faut donner 0,1 ml en sous-cutané, un quart d'heure après 0,25 et bien sûr, continuer un quart d'heure après à donner la dose totale en minutes. Bien sûr, cette sérothérapie, elle peut être pourvoyeuse d'accidents, donc une réaction allergique plus grave, donc un choc anaphylactique ou tardivement une maladie sérique. Dans le cas où il y a donc une sensibilité positive, ça veut dire que le malade a produit une réaction allergique, donc il y a un schéma de désensibilisation, le voici donc pour procéder à la désensibilisation et secondairement, voilà, donc donner la dose qu'il faut. Pour l'antibiothérapie, donc elle est codifiée, donc c'est l'amoxicilline en première intention, la pénigée, donc en seconde intention, et si le patient est allergique, donc on peut donner de l'érythromycine en cas d'allergie au bêta-lactamine. Bien sûr, donc le traitement, il est initialement par voie intraveineuse, mais dès que le malade peut avaler, c'est préférable de passer à la voie orale. Traitement des complications, il faut savoir que le malade doit se reposer. Le repos, il est strict. Bien sûr, le malade, il est hospitalisé, il est isolé, donc sous surveillance clinique.
indispensable. Bien sûr, il y a toujours risque de myocardite et de mort subite, donc on doit garder notre malade au repos et bien sûr, donc donner tout ce qu'il faut, rééquilibre électrolytique, oxygénothérapie. S'il y a une paralysie vélo-palatine, il faut passer à l'alimentation parentérale. La corticothérapie trouve son indication donc, en cas d'angine diphtérique maligne, de croup ou de myocardite. Dans l'angine diphtérique maligne, elle est discutée, mais beaucoup plus dans le croup et la myocardite. Voilà, donc si on a des signes graves, donc c'est les toniques cardiaques, la réhydratation, le nursing, bien sûr, donc si le malade est alité avec donc paralysie, donc il faut penser à donc, donner une héparinothérapie. Bien sûr, l'éviction scolaire et de la collectivité jusqu'à négativation des 2 prélèvements de gorge effectués, donc à moins de 24 heures d'intervalle, bien sûr à la fin de l'antibiothérapie. Pour la vaccination, des cas pris en charge, donc c'est à l'issue de la guérison, on ne vaccine pas un malade donc, au cours du traitement. Donc, c'est à la fin. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Donc, la vaccination, elle est obligatoire. Voilà, donc tout patient qui n'est pas vacciné ou incomplètement vacciné. Le protocole, donc malade non vacciné, on va procéder à vacciner initialement. Donc, 2 doses à 2 mois d'intervalle et 6 mois après la 2e dose. Donc, il aura 3 injections. Un sujet incomplètement vacciné, donc il recevra une injection de rattrapage vaccinal. Donc, immédiatement, il recevra une injection. Et après, on va compléter selon donc les doses manquantes en fonction de l'âge. Pour la femme enceinte, donc c'est le même protocole de prise en charge, pas de modification. Pour les cas contacts, donc il faut bien sûr procéder à faire une enquête épidémiologique, donc rechercher les cas donc, dans l'entourage, pratiquer chez ces sujets contacts des prélèvements de gorge, donc c'est systématique. L'antibiothérapie, elle est administrée donc, automatiquement, c'est à base d'extensiline ou d'érythromycine. Pour les sujets contacts, la vaccination, c'est selon leur selon leur statut vaccinal. Si le sujet contact est non vacciné ou statut inconnu, donc on ne le connaît pas, immédiatement, c'est comme le sujet malade, 2 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel après 6 mois. Bien sûr, le vaccin sera combiné selon l'âge, donc soit un DT pédiatrique ou un DT adulte. Pour le sujet contact vacciné depuis plus d'1 an ou moins de 5 ans, donc il recevra une dose de rappel. Donc, et bien sûr, après, donc, ce sera selon le calendrier vaccinal. Sujet moins d'1 an, donc vacciné moins d'1 an, donc il n'y a pas intérêt de faire une vaccination. Donc, pour tout ce qui est épidémiologique, donc il faut bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une épidémie. D'accord? Donc, un seul cas de diphtérie confirmé en laboratoire devrait déclencher une réponse de santé publique. Donc, un seul cas, donc, doit faire déclencher une enquête épidémiologique donc, autour de ce cas, ou bien présence de 2 cas. Donc, en même temps, donc, liés temporellement et géographiquement dans la même région et en même temps, bien sûr, en contact d'un cas confirmé en laboratoire, donc, devrait donc, suffire pour dire qu'il y a une épidémie de diphtérie. Les mesures de santé publique, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il y a une épidémie? Principalement, donc, il faut penser à vacciner donc, l'entourage qui n'est pas malade. Bien sûr, le malade il est pris en charge à l'hôpital. La stratégie, de vaccination devrait être fondée donc, sur l'épidémiologie, bien sûr, selon les zones touchées, les zones moins couvertes, bien sûr, mais on commencera toujours par la région où l'épidémie donc, est concentrée. Et bien sûr, il ne faut pas négliger aussi les adultes, il ne faut pas penser qu'aux enfants, il faut voir aussi les adultes qui ne sont pas vaccinés ou qui ont donc, un retard vaccinal. Plusieurs stratégies peuvent être employées, donc vaccination à domicile, donc se déplacer donc chez les gens, ou bien pour les postes fixes, donc à l'école ou au niveau des crèches. Voilà, donc en conclusion, donc l'introduction et l'obligation vaccinale à l'échelle nationale et sa mise en œuvre depuis 1969 donc, a permis une diminution rapide des cas de diphtérie, donc ainsi aussi des cas donc, décédés déclarés. Cependant, on continue de voir donc, des cas de diphtérie en Algérie, surtout au sud, voilà, donc ces dernières années. Donc, beaucoup plus, c'est les enfants qui sont touchés, mais actuellement, on a aussi des adultes. Donc, la gravité de cette infection en dehors d'un diagnostic et d'un traitement précoce, voilà, donc permet donc, une prise en charge rapide des malades et de la population. Je vous remercie. Merci, Jma. Je vous en prie. Donc, s'il y a un point sur lequel on insiste, et elle a bien dit, Dr. Jma, en introduction, dans l'épidémiologie, dans
la réémergence, c'est la vaccination. Oui. Tout tourne autour de la vaccination. Donc, on a un taux de vaccination qui protège à plus de 90% selon donc, les nombres de l'OMS. On est à l'abri de cette maladie. Dès que ça descend, et encore plus lorsqu'il n'y a pas de vaccination, est valable pour, bien sûr, là, parce qu'on a beaucoup d'immigrants, donc qui viennent des pays il n'y a pas du tout la vaccination, très peu, mais c'est valable aussi en Algérie. Rappelez-vous, avec la décennie noire, lorsque la vaccination, les taux ont diminué. Donc, il faut insister sur ce point. La parole est à l'assistance. Docteur Yousfi, il y a au niveau de 10h39, il y a Messaï Hafida de Renchla qui ont reçu un cas, qui ont eu un cas. Elle dit avoir eu un cas de diphtérie. Moi, j'aimerais savoir comment elle l'a dépisté et comment elle l'a pris en charge. Si après votre permission. Bien sûr, Oui. il peut intervenir. Oui. Docteur Messaï, est-ce que vous pouvez nous écrire ou là ouvrir votre micro, sinon je ne fais pas des messages. De toute façon, comme on l'a dit, nous on a rapporté donc une épidémie de 12 cas qu'on a eu dans le service. D'ailleurs, elle avait insisté, docteur Juma, le premier cas qui a déclenché et qui est décédé. Oui. Donc, le premier cas, probablement par myocardite. Donc, c'était qui venait un peu à un stade tardif. Ça donne un petit peu la gravité, mais c'est pour dire que on peut être confronté à la diphtérie partout, bien sûr, comme le cas du paludisme tout à l'heure, lorsqu'il y a une concentration de population qui n'est pas vaccinée, le risque est, on va trouver beaucoup plus là-bas, mais on peut trouver ça partout, et particulièrement, il faut y penser dans l'interrogatoire lorsque les personnes ne sont pas vaccinées. Même si c'est exceptionnel peut-être en nord, mais il peut y avoir dans des villages reculés des enfants qui n'ont pas été vaccinés et on se retrouve dans cette situation. Donc là, et la prise en charge, elle a bien détaillé, elle est claire, elle est codifiée, donc il y a des recommandations nationales qui sont claires aussi. Je ne sais pas si elle nous entend, si elle a écrit quelque chose. Mais non. En attendant qu'elle réagisse, passer peut-être aux autres questions. Des sensibilisations. Comment sortir de l'or? Comment sortir de Elle veut que bon, il y a quelqu'un qui a intervenu par rapport au tableau de désensibilisation. Donc, une fois un malade, donc, bien sûr, je vous ai dit que le sérum antidiphtérie doit être introduit progressivement selon la méthode de Bezretka, donc 0,25, 0,1, 0,25, puis le reste de la dose totale. Une fois le malade déclenche une réaction allergique, donc on doit procéder, pas immédiatement, donc dans un peu de temps, donc à la désensibilisation. Ça veut dire on doit diluer le sérum, d'accord? Donc la dose qu'on va utiliser, c'est le 1 millième, ça veut dire 0,1 millilitre. On va introduire 0,1 millilitre. Donc, et on va attendre pour introduire la deuxième, c'est toujours un quart d'heure entre les différentes doses inscrites ici pour donner une dose totale de 1 millilitre. Une fois qu'il n'aura pas de réaction allergique, on pourra administrer la dose qui lui convient. Parce que 1 millilitre, ce n'est pas une dose, d'accord, donc qu'on va donner, je vous ai dit tout à l'heure, chez l'enfant c'est entre 2000 et 5000 unités. Et chez l'adulte, c'est entre jusqu'à 100 000 unités. Donc ça, c'est juste pour désensibiliser. Voilà. Comment on dit? Alors, la question justement, peut-être
docteur Djemal n'en a pas parlé, c'est après, parce que elle avait bien dit que c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Oui, ça va pas. Et donc, que le vaccin, donc, c'est un vaccin qui est à base, peut-être, donc là aussi, tu précisais, c'est surtout dans la toxine, donc, c'est contre la toxine, et c'est pas La samothérapie qui est destinée à la toxine. la bactérie, non, je parle du vaccin, c'est-à-dire que le vaccin, donc, il faudrait qu'on protège, c'est-à-dire ce qui est grave dans la diphtérie, c'est essentiellement ce qu'elle avait dit, donc les atteintes dues à la toxine. Oui, Et pour protéger contre la toxine, donc ce vaccin donc, ne protège pas à vie. Et c'est pour cela, parce qu'il fait, donc, comme je dis, à base contre les toxines, il faut le renouveler. Et chose qu'on a tendance à oublier, et c'est valable pour tous les citoyens algériens, tous les citoyens du monde, tous les humains, il faut renouveler. Et renouveler, avant on parlait de 10 ans. Maintenant, on va dire 25 ans après, en principe, il y a des rappels. Normalement, on devait avoir le rappel après, disons, 16 ans, si je ne me trompe pas, qui couvre jusqu'à 25 ans. Entre 25 et 65 ans, le rappel avant, c'est 10 ans. Maintenant, on peut faire un rappel tous les 20 ans. C'est-à-dire le rappel tous les 20 ans. Et à partir de 65 ans, on le fait tous les 10 ans, vu que l'humidité du CGH est diminuée. C'est pour dire que c'est primordial. C'est la même chose que le tétanos. On fait d'ailleurs rappel diphtérie tétanos, c'est le même principe de la toxine, et on fait des rappels obligatoires pour couvrir ces personnes. Donc, un individu sain doit avoir la vaccination, on va dire, toute sa vie, avec le rythme au début chez l'enfant, puis le rappel 10 ans, et à partir de 25 ans, tous les 20 ans, et à partir de 65 ans, tous les 10 ans. Voilà. Et pour le personnel de santé, parfois il faut la faire bien avant les 10 ans. Voilà, donc c'est selon les... Voilà, ça fait longtemps, c'est à 10 ans limite, quand c'était notre cas, donc on devrait se vacciner, non pas attendre. Voilà, donc déclenchement d'une épidémie. Pour la vaccination, donc il y a une question qui parle de 2 doses à 2 mois d'intervalle ou bien 1 mois. Il y a une circulaire, donc la circulaire numéro 7 du ministère concernant la prise en charge de la diphtérie. Donc il a bien codifié la vaccination, donc c'est à 2 mois d'intervalle et non pas 1 mois. Voilà, donc pour la sérothérapie elle est destinée, donc comme je vous ai dit, donc c'est en première intention. Elle sert à neutraliser la toxine circulante, c'est pour limiter donc les effets extra, donc je dirais les effets, bon, les localisations donc cardiaques et neurologiques, donc c'est pour essayer de minimiser l'apparition de ces complications donc graves. Donc si on n'agit pas rapidement, une fois la toxine elle est fixe sur les organes, donc ça sert à rien de donner une sérothérapie tardive. D'accord. Voilà, donc Notre question, la vaccination n'est pas systématique, c'est pas uniquement la région du Sud où elle doit être systématique. Elle est obligatoire en Algérie. Elle est systématique et obligatoire dans toutes les régions de l'Algérie. Pas forcément, et pour qu'on sorte de la stigmatisation dont on parlait tout à l'heure, il faut respecter le calendrier vaccinal. Et comme je dis, jusqu'à l'âge adulte, pas forcément chez l'enfant. Le rappel, c'est tous les 10 ans, pas tous les 20 ans. Maintenant, c'est... Oui, maintenant, c'était 10 ans. Maintenant, les études ont montré que c'est suffisant. On peut aller jusqu'à 20 ans, entre 25 ans et 65 ans. On peut aller jusqu'à 20 ans. Pour le rappel, en dehors des cas particuliers dont on parlait tout à l'heure pour le conseil de la santé, Dr. Jmal, mais pour le citoyen lambda, c'est tous les 20 ans, à partir de 65 ans, tous les 10 ans. D'ailleurs, tout médecin devrait proposer cette vaccination diphtérie tétanos qui existe dans toutes les structures de la santé, ces vaccins existent partout, à toute personne qui se présente à lui. Et lui propose cette vaccination dans n'importe quelle structure sanitaire de l'Algérie. D'ailleurs, pour les pèlerins, pour les hadjis, on profite
pour les récupérer au moment j'allais dire, de la visite médicale pour le faire. Mais ça devait être fait pour tous les citoyens algériens. Donc, les signes électriques à rechercher, donc troubles du rythme, que ce soit bradycardie, tachycardie, palpitation, troubles de la repolarisation, donc des montées négatives, donc tout trouble du rythme au cours d'une diphtérie. Donc, trouble du rythme, il doit faire attention, le médecin doit faire attention. On doit compléter par une échographie cardiaque et demander le taux de troponine. D'accord? Donc, l'élévation du taux de troponine et une échographie donc, qui vont permettre de dire oui ou non, il y a Recording in progress. culture, plus un antibiogramme, donc vous aurez le profil de votre Corynebacterium diphtérique. Elle te demande après de lui donner les coordonnées ou le lien pour la circulaire. Je l'ai mis, il est déjà en train de... Prochainement, il y aura toutes les circulaires. Il est là, pardon. Il est là, conclusion, donc référence, bon, je l'ai mis. Voilà, donc instruction numéro 7. Non, ultérieurement, ces circulaires ministériels seront sur le site de la SAI. C'est la SAI, voilà. Ça, qui est la société algérienne avec tous en fonction bien sûr à une direction ou non. Et si c'est pas le cas, mais je peux le dire, si c'est pas le cas, donc c'est un appel qu'on fait donc aux responsables au niveau du service de la santé, parce que ça nous a été rapporté. Parfois, c'est pas bon. J'allais dire ma communication et ou au moins éviter les complications. L'antibiothérapie, oui, quand il s'agit d'un cas simple, une angine diphtérique commune, bien sûr, on procédera à une antibiothérapie par voie orale, mais les complications ne sont pas prévenues que par l'antibiothérapie. Il faut impérativement donner une sérothérapie et d'éviter les complications. S'il y a indication à donner un vaccin antitétanique et le sérum intégrer la vaccination. Recording in progress. On doit les vacciner directement avec le non. Quelconque. Il y a contact, non.
y Ça fait compris, partie de l'eau. y compris, Bien sûr, les populations algériennes peuvent être des sujets à risque. je sais que l'Algérie et ses étrangers, du point de vue santé, quelle que soit sa situation dans le pays, et ça, on prend en charge si on est malade, et on ne cherche pas à connaître la situation. La chloroquine, c'est ce qui est utilisé. Donc, les dérivés, les dérivés donc, c'était sont des dérivés synthétiques de cette artéria anonyme. D'accord. Pour le Je ne sais pas, c'est 3 flacons d'antitoxine diphtérie, ils ont pas, on ne sait pas. Donc là, c'est évident. Donc là, en, 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 j'ai le problème il faut impérativement que vous soyez, comment dirais-je, vigilant et du médicament et de la question. La dernière question, en pratique, selon votre expérience, quel est le nombre moyen de sérum antitoxique? Bon, je peux vous dire les unités. Donc, on est arrivé à 80 000, parfois 100 000 selon le poids. Mais ça fait, c'est l'équivalent de, donc parfois 4 flacons, ça dépend. Donc, si c'est des ampoules à 10 000, donc on aura beaucoup. Mais si c'est à 20 000, donc c'est 4 flacons par patient. Voilà. Les enfants, on n'en a pas eu, donc on a eu des adultes. Donc, voilà. Les plateformes ou les thèmes présentés non, sont mis en ligne. Aucune idée. Son travail, puisse consulter l'expérience. Pour la plateforme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura Cette question, il faudra voir avec le docteur Google s'il y a une plateforme. Je suis en train d'écrire et puis pour ce qui est de la communication, j'ai demandé aux informaticiens de me transférer à la fin de la séance. Je ne voulais pas vous déranger. Mais pour ce qui est de la plateforme, elle n'est pas encore d'actualité, même si la moitié du travail a déjà été. Il y a un problème de fibre optique. Quitte qu'on à la fibre optique, là, on pourra en parler. Est-ce qu'il faut attendre les résultats? Pardon. Est-ce qu'il faut attendre les résultats de la PCR avant d'instaurer le sérum antidiphtérique? Non. Non. Il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a une suspicion de diphtérie, il faut commencer à prendre en charge le cas en instaurant initialement une sérothérapie et secondairement une antibiothérapie. Donc, il ne faut pas attendre les résultats pour instaurer une sérothérapie. Ce sera un retard et votre malade va commencer à présenter des signes de complications. Donc, est-ce que tous les labos des EPH sont capables d'identifier la diphtérie tox plus? Non, c'est à l'Institut Pasteur, donc laboratoire de bactériologie, donc c'est le laboratoire de référence qui va vous permettre de faire donc, le test PCR et vous identifier la toxine. Voilà, en question. Là, vous posez le problème, un autre problème, qui est le problème j'allais dire, du diagnostic au niveau des laboratoires, au niveau des EPH. En principe, on devrait, c'est le cas de la bactérie, mais c'est le cas aussi d'autres, à côté de ce que dit Dr Juma, le laboratoire de référence, on devait avoir une décentralisation du diagnostic. C'est pas sorcier, donc on peut faire ça en ayant des microbiologistes et en ayant de bons techniciens et avec des automates, avec les réactifs nécessaires, on peut le faire dans pas mal de régions du pays.
Pour cette question, il faut voir la notice du médicament et discuter avec le laboratoire. Si après Voilà, utilisation... mais comment le conserver? Voilà, si on l'ouvre et on le garde 28 jours, donc là, il faut revoir les conditions de conservation. Parce que là, tu ne peux pas ouvrir un flacon pour un malade Attends, aussi. mais ça, c'est le sérum ou le vaccin? Non, il parle du vaccin. Le Ah, DT. le DT. Voilà, le DT. Ils disent qu'on qu'on peut le conserver. Est-ce qu'on parle du vaccin multidose ou monodose? DT, donc un vaccin combiné. Non, parce qu'il y a des monodoses et Oui, justement, oui. Multidose, ça d'ailleurs. Il parle du multidose, oui. multidose, il faudra essayer donc de le consommer rapidement. Ah bah oui. Monodose, le problème ne se pose pas, mais multidose, donc c'est pour cela qu'il y a des problèmes de journées de vaccination, et c'est pour cela qu'on essaie dans la mesure du possible d'avoir, pour ne pas perdre justement le vaccin, d'avoir plusieurs patients pour les vacciner, parce que généralement c'est limité doses pour des patients. Alors, il y a une question, comment faire le rappel de vaccin avant 25 ans? Donc, si vous êtes médecin, vous êtes censé être vacciné déjà. Donc, si vous avez un calendrier vaccinal correct, donc jusqu'à 18 ans, vous êtes vacciné. Voilà, donc jusqu'à 18 ans. Je ne sais pas si vous êtes rattrapé à vos études universitaires. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez vous présenter au centre de vaccination et... Pourquoi on n'a pas parlé de 25 ans? Parce que les rappels qui sont faits régulièrement, de la vaccination avec rappel de l'enfant à l'adolescent, vous protège jusqu'à 25 ans. C'est pour ça qu'avant 25 ans, si on a fait correctement son calendrier vaccinal, ça l'appliquer, on est censé être protégé, et c'est pour cela qu'après 25 ans, que rentrent les vaccins, la vaccination tous les 20 ans dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que le rappel est obligatoire, Oui. comme actuellement ce qui se passe au niveau du Sud? Est-ce que le professionnel de santé sont obligatoirement invités pour le rappel? Docteur Gougam, le Dr Jamal a bien dit, Oui. ça dépend du statut vaccinal de la dame. Si la personne a un vaccin depuis moins d'un an, et Non, attends, du personnel de je la parle santé. du personnel, même Oui. du personnel. S'il est correctement vacciné, il a même fait son rappel, il a 40 ans, il a fait son vaccin, son rappel, disons, le problème ne se pose pas. Donc, mais c'est au cas par cas, selon le statut vaccinal. Selon le statut vaccinal, il faut faire attention, tout simplement. Parce qu'il y a comment dirais-je, le statut vaccinal, il y a aussi des mesures, il ne faut pas l'oublier, donc qu'on doit prendre tout ce qui est en termes d'isolement, etc. Parce qu'il n'y a pas, dans les sécurités sanitaires, il n'y a pas que le personnel, il y a aussi des malades et d'autres malades aussi, qui peuvent être aussi contaminés et qu'on doit protéger. Et donc, lorsqu'on a une épidémie comme ça, le risque est pour toutes les personnes qui sont au niveau de l'établissement, y compris les non-professionnels de la santé. Vous savez pourquoi j'ai posé Ça, maman. cette question? Parce que, docteur Yousfi, parce que je me suis dit, une idée m'est traversée, les gens qui sont partis d'ici pour aider, que ce soit paramédicaux. Justement, la question, malheureusement, j'ai appris, donc nous, on n'a pas été concernés, on ne nous a pas sollicité, mais j'ai appris que des personnes comme ça ont été appelées, sont parties. La première chose dans la mission, lorsqu'on part en mission, c'est d'abord, il faudrait que la personne connaisse bien la question, donc lorsqu'elle part pour travailler, pour aider, il faudrait que la personne sait comment elle va se protéger. Elle sait quel est son statut avant de partir, qu'est-ce qu'elle doit faire.
et que ce soit pour le paludisme ou pour la diphtérie. Donc là, c'est clair, désolé, c'est le BA. Il faut donc, de l'épidémie qu'on a eu de diphtérie, lorsque vous avez des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. qui ne parlent pas souvent La langue. ni l'arabe ni le français, qui n'ont pas parfois souvent des pièces d'identité, il faudrait faire des acrobaties pour essayer d'avoir l'enquête. Donc là, c'est des astuces que doivent avoir nos amis épidémiologues, donc ceux qui sont sur le terrain. De malades importants, c'est cas par cas, hospitalisation intensive, c'est est-ce qu'ils vont hospitaliser, est-ce qu'ils vont garder juste sous surveillance 24 Prendre tous, y compris les cas bénins, ils sont tous hospitalisés. Tous hospitalisés. Maintenant, si on ne peut pas les prendre en charge en termes de structure et le nombre est important, là, bien sûr, on prendra en charge ceux où l'hospitalisation est obligatoire, les autres seront pris en charge, mais suivis en ambulatoire. Bilan pour la diphtérie, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Il n'y a pas de bilan pour la Il n'y a pas de diphtérie, bilan. c'est le rappel vaccinal. C'est le rappel. C'est pas un bilan, c'est, comme vient de dire le docteur, Calendrier. là, c'est le rappel, et d'ailleurs, vous n'allez pas en échapper. Si vous rentrez à l'armée, la vaccination est obligatoire. On fera pas mal de rappels. Maintenant, si vous êtes à jour, tant mieux. Alors, les doses de rappel sont introduites au primaire, au CEM, au lycée, pour les gens Qui ont raté. qui ont arrêté l'école. On fait un rappel chaque 5 ans jusqu'à 25 ans. Il faut savoir que les doses données au primaire, au CEM, au lycée, sont des doses pédiatriques. Donc, celui qui a fait le lycée, donc, il va entamer sa première dose adulte. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre les doses enfants et les doses adultes. Ouais. C'est la même template que fois. Je pense que c'est bon. Je crois que docteur Bougam, donc là, on a fait un peu le tour de Je pense que je vais appeler il faut appeler l'informaticien, je vais l'appeler. Elle va leur transférer les cours après votre permission. Non, il n'y a pas de problème. Donc, si tu peux... Ok, si vous voulez. Pardon. Maintenant, si vous le souhaitez, qu'on laisse nos adresses mail et comme ça, s'il y a d'autres questions, qu'on nous les envoie par mail. Non, je parle des communications. Des Non, non. plongeurs. Non, elle a bien compris. Les communications, donc, ils sont à votre disposition. Donc, tu vois, avec l'informaticienne, elle va avoir le moyen pratique pour les mettre à la disposition. Ce que propose Dr Blahaj, c'est donc on est disponible pour répondre éventuellement aux sollicitations des confrères. Le service est là pour ça, et à travers les deux oratrices, donc pour ces deux pathologies éventuelles. Maintenant,
si tu permets, et après tu clôtureras. Non, moi, je tenais d'abord à remercier bien sûr les deux oratrices pour leur présentation. Remercier la direction de la formation de nous avoir permis donc de s'adresser à nos collègues, de remercier les nombreuses personnes qui ont assisté à cette formation. Et encore une fois, on est à leur disposition donc, pour échanger, il n'y a aucun problème. Et le service maladie infectieuse de Beauveric est à votre disposition pour la direction de la formation, pour toute activité de formation qui concernait l'infectiologie. Prise en charge d'un malade qui pose problème. Merci et à toi, Gauguin. Merci, docteur. Qui touche les trois. Oui, allez-y. Non, il y a une dernière question que je voulais lire. Compte tenu de l'épidémie qui touche les 3 wilayas, pourquoi ne pas envisager une évacuation aérienne massive vers les hôpitaux référents au nord? Il faut gérer l'épidémie sur place. C'est ce qu'il faut pas faire à place. C'est clair, on a les moyens, encore une fois, je l'ai dit, il faudrait prendre en charge toujours le principe de la prise en charge, de la décentralisation d'une prise en charge de n'importe quelle pathologie et de rigueur. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'épidémie. Donc là, il faut prendre en charge l'épidémie sur place. On a les moyens. Maintenant, je l'avais dit au début, effectivement, le seul bémol au début de l'épidémie, c'est que c'était un nombre important au niveau de régions qui n'étaient pas assez outillées ou assez peut-être préparées en termes de structure pour ces malades. Mais avec l'envoi de médecins et avec les tamarrasat et les wilayas environnantes, donc on peut prendre en charge ces malades au niveau même sur place, y compris avec des hôpitaux de campagne ou au maximum les hôpitaux des wilayas donc environnantes, mais sans arriver au nord. Là, on peut le faire sur place. Gauguin? Je ne sais pas si on a fini avec les questions, c'est juste pour pouvoir vous libérer. En tout cas, nous, on remercie beaucoup l'équipe, le docteur Jum'a, le docteur Belhadj et bien sûr le docteur Yousfi, on ne va pas vous lâcher, ça y est. Très belle, c'est tellement simple, tellement simplifié, pour moi. Masha'Allah. Ce que je vais, bon, il y a l'informaticienne qui est venue, elle va régler ça. En ce qui concerne les mails, oui, c'est une très bonne idée. L'informaticienne va noter les mails pour les transmettre, si vous voulez bien. Docteur Yousfi, je vais vous appeler là tout de suite parce que j'ai besoin de vous poser une question. Je peux la poser maintenant? Est-ce qu'on peut faire une formation pour les paramédicaux? Et quel genre de formation? En Zoom toujours, hein, pas en pratique. On en discutera. Donc, d'accord, on essayera d'y réfléchir. Il n'y a pas de problème. Donc, tu m'appelles, on peut programmer ça, il n'y a aucun souci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Juste me laisser le compte. Alors, il faut enlever le partage pour qu'elle puisse, je vais appeler Pierre. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Salam alaikum. Merci pour vous. Elle les a pas encore envoyés. La même message.
Je vais demander à nos chers participants de rester patients et d'attendre un tout petit peu pour qu'on puisse vous transférer les communications et les boîtes mail. Moi, je vais laisser la réunion ouverte. Par ailleurs, je tiens à vous informer que demain, il y aura l'immunologie du paludisme et de la diphtérie. Alors là, vous allez être servi de la vaccination. Voilà. Et probablement, en fin de semaine, il y aura l'épidémiologie. Et justement, on parlera d'enquête autour du cas, la détection avant comment on appelle ça, les prévisions qu'on devrait avoir. Inch'Allah, on pourra la faire. Inch'Allah, ils me répondront pour que je puisse la faire. Merci, restez patients. C'est pas la peine d'envoyer vos mails là. Vraiment, c'est pas la peine. Vous allez voir, vous allez aller vers le chat. Dès que vous aurez, vous appuyez vers le bas et vous faites enregistrer. Adam Aken. Les gens sont demandeurs. C'est pas plus demande que ça. C'est un plaisir, c'est vrai que c'est tout, mais c'est un plaisir de voir. Depuis longtemps que je vis à ministère de l'information, des sciences publiques, en tant qu'encadreur, en tant que. Ils sont avec complexe, alors, désolé parce que comme j'ai mentalement, j'ai un petit peu. Non, c'est pour l'armée, je ne dépasse pas à j'ai raison, exclusivement. Et que ça, voilà, c'était bien. Ça, je disais à ce qu'on demande, nous, ce qu'on proportionne, on a toujours proposé au niveau de nos services, sinon, pour encadrer, ça va être toujours sur le mardi, c'est bon. Donc, c'est toi, tu m'as compris. Non, c'est toi, tu m'as compris. Il m'a fait la nage. Il avait des pas. Souvent, l'information ne se fait pas. Donc, on a demandé même des fichiers, on a demandé. Ce qu'on a fait, on va te l'envoyer, on a demandé quelles sont les sources. Donc, au niveau de l'ingénieur, on va toutes ces sources. On va dire quelles sont les sources. À l'époque, il n'y a pas de prévention. On va tout l'information. Et quand je suis arrivé, c'est la chose. Pour le bien.
لا لا ما فيش خلاص انا c'est كتدخل mais avant mais moment ils ont هذا الحاجة أنا طبعا ما هي toujours هذا الكونتكست فقط des informations par une générale et alors que la disponibilité d'engagement, etc., je le trouve au fond de ces existences qui sont spécifiques. Là, je suis des ailes, ça. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Je t'en vais. Merci beaucoup, que ça répond comme ça. Comme ça. C'est bon. Oh.